politique. À la veille de 2026, des voix s'élèvent et demandent que les choses soient revues. Élection générale en 2026. La relecture des lois électorales est-elle indispensable en amont? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Léa Sénaglado, bonsoir. Bonsoir Pissoumouyop, bonsoir à nos chers amis internautes, nos auditeurs et bien sûr toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous font confiance sur Politique sans tabou. Dans Politique sans tabou, aujourd'hui, effectivement, nous parlons de l'élection générale de 2026 avec la relecture des lois électorales. Nous nous posons la question de savoir si c'est très important ou pas de revoir ces lois avant, bien sûr, les élections. Et pour en parler et en discuter, j'ai juste à mes côtés le père Arnaud-Éric Aguenounon. Pardon. Il est philosophe politique, écrivain, essayiste et analyste politique. Mon père, bonsoir et bienvenue sur Culture Radio, Culture TV et reporter Bénémonde. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À vos côtés pour faire ce débat, Dr Adam Souno Condé, il est le secrétaire à l'éducation et à la recherche du Parti Les Démocrates. Monsieur Souno Condé, bienvenue à vous. Merci, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir mon père. Bonsoir. Et nous allons donc demander à nos internautes de nous suivre et de bien sûr poser des préoccupations si besoin est sur nos plateformes, je le rappelle, Reporter Bénémonde et bien sûr Culture Radio, Culture TV. La première question, je m'en vais d'abord l'adresser à notre ami qui est le politique sur ce plateau, Monsieur Souno Condé. Pourquoi revoir le cadre législatif à moins de 3 ans des élections générales? Oui, quand on dit qu'il faut revoir, je vous remercie d'abord pour cette occasion. Quand on demande de revoir, cela voudrait dire qu'il y a des insuffisances. Et je crois que même ceux qui ont révisé les derniers textes, eux-mêmes, ils savent qu'il y a des insuffisances dans les textes. Donc, quand on dit de revoir, ça veut dire qu'il faut améliorer. Et étant donné que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, surtout l'œuvre dont on va parler ici, il y a beaucoup d'imperfections qu'il va falloir améliorer. Donc c'est en cela qu'il faut revoir le cadre et tout le reste. Puisque vous parlez d'imperfections, allons-y tout de suite. De quelles imperfections parlez-vous? Alors, je pars du 2019, puisque ce sont les premières élections organisées par le régime qui est là. Et voyez, déjà 2019, on dit qu'il faut revoir les textes, l'achat des partis. On introduit une pièce, certificat de conformité. Vous savez ce que ça a donné? Ces petites pièces qu'on a introduites pour que les partis aient une reconnaissance légale, la conséquence, on a envoyé des gens au cimetière. La conséquence, on a envoyé des gens en prison. La conséquence, on a envoyé des gens en exil. Voyez une seule phrase, ce que ça peut entraîner. Ensuite, 2020-2021, on dit quitus fiscal. Vous avez vu ce que ça a donné? L'État doit récupérer les impôts, mais l'État a tous les moyens de récupérer ses impôts. Vous payez tout ce qu'on vous demande de payer, vous faites la demande, mais vous n'avez jamais le papier. Et du coup, vous êtes écarté. Donc, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de pièces qui ont été donc introduites, il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées, dont le seul objectif était d'exclure les autres. Alors, puisque la communauté internationale, le peuple, tout le monde a dit, on ne peut plus faire des élections sans l'opposition. On a vu en 2023, on a dit, bon, il faut essayer de faire participer l'opposition. Et vous avez vu la suite. Le chiffre 28 députés qu'on a eu, ce chiffre nous a été avancé avant même les élections. On nous disait, bon, de toute façon, vous irez, mais vous aurez 28 députés. Ce chiffre nous a été avancé avant même les élections. Donc, ça veut dire qu'on a un cadre où les gens connaissent déjà les résultats. Donc, un tel cadre, il faut l'améliorer. Parce que, qu'ils vous souviennent, on est allé à la conférence nationale, le président général Mathieu Kérékou a favorisé la conférence nationale et on a opté pour la démocratie. Donc, gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc tout ce qu'on doit faire,
ça doit être avec l'accord du peuple et pour le bien du peuple. Et par rapport à cela, moi, je veux bien vous interpeller. Vous faites bien de rappeler que, au terme des élections dernières, nous avons eu des exilés, nous avons eu des prisonniers, Oui. et dans d'autres pays même, on a même des morts. Et si on est d'accord que le préalable, alors, aujourd'hui, Oui. c'est de relire Oui. les tests, c'est de revoir le cadre législatif, Oui. de revoir le cadre institutionnel, à quel moment ça devient une urgence pour vous, parti d'opposition? Si aujourd'hui, votre priorité, c'est de comment faire pour faire sortir vos amis emprisonnés, et donc, du coup, ce qui se discute aujourd'hui à l'Assemblée, ce n'est non pas relire les tests électoraux, mais plutôt voter une loi d'amnistie. À quel moment ça devient une urgence pour vous, monsieur Dr Oui. Adam Condé? Oui, merci bien. Vous avez vu, ce sont les exclusions qui ont mené certains de nos compatriotes au cimetière, d'autres en prison, d'autres en exil. C'est ça que nous ne voulons plus. Ça ne doit plus se Mais si on répéter. veut que Je ça viens, ne se je répète viens, plus, je oui. viens. Donc, en réparant les conséquences de ce qui est déjà arrivé, ce sont ces insuffisances qui ont amené ces compatriotes en prison. Nous demandons à ce qu'on les sorte. Et ensuite, il ne faut plus qu'on en arrive là. Il faut que désormais que nous ayons donc des élections transparentes, inclusives, qui ne vont pas entraîner, disons, Oui, des mais emprisonnements. en termes d'agenda, Oui, docteur Condé, oui. en termes d'agenda, est-ce que Oui. le plus urgent Oui. aujourd'hui, Oui. ce n'est pas de mobiliser vos collègues Juste- de l'Assemblée juste- pour relire les tests plutôt que de les convaincre de voter une loi d'amnistie? Oui, nous avons déjà dit, la loi a été introduite. On n'a pas attendu l'ouverture d'une session budgétaire pour introduire la loi. Dès lors qu'on a donné les résultats et que les députés ont été installés, l'une des premières actions qui a été menée, c'est de déposer une proposition de loi pour que nos camarades qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en prison, puissent sortir. Ça, c'est une urgence. C'est même plus que urgence. Il y a un mot plus fort que urgence, j'allais dire que c'est ça qu'il faut appliquer maintenant. Donc vous préférez ne Oui. pas demander qu'on relise les tests pour prévenir de nouveaux morts demain, Non, mais si nous demandons, sortir, si nous en fait, demandons c'est ça. de sortir nos camarades qui sont en prison, Oui. parce que c'est une bavure politique. Mais ça sert à quoi de sortir ceux qui sont en prison Oui. aujourd'hui et de laisser créer la même situation qui a fait Il envoyer faut vos collègues? prévenir, c'est pourquoi nous disons il faut relire les textes pour que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 ne se reproduise plus. Le Bénin ne veut plus ça. Docteur Souno Oui. Condé, je crois que ce que ma consoeur veut savoir, Oui. c'est est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes déjà à moins de 3 ans Oui. des élections générales, il n'est pas plus urgent pour vous de mettre sur la table la question de relecture des différents tests qui vont nous amener à ces élections, puisque déjà vous avez dit que ça fait quand même pratiquement une bonne année que vous avez introduit ces différentes lois pour amnistier et pour arrêter cette crise qui prévalait. Au point où on en est, on peut attendre et commencer la relecture, c'est ce qu'elle veut savoir. Pourquoi attendre? Ceux qui sont là, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont commis aucun crime. Ils ont été exclus des élections. Ils ont dit, on n'est pas d'accord. On dit, allez en prison. Si nous demandons à ce que les textes soient relus, pour qu'on n'en arrive plus jamais là, mais il faut quand même ceux qui sont là à tort, de mon point de vue, il faut qu'ils sortent. Ils doivent recouvrer leur liberté. Ça, c'est une exigence. Ce n'est pas parce qu'il faut relire les tests qu'on va dire ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, il faut les laisser là. Non, il faut qu'ils sortent. Et maintenant, il faut qu'on relise les tests pour qu'on n'en arrive plus jamais. Parce que la démocratie, c'est pour le peuple. On ne peut pas emprisonner le peuple. Justement parce que la démocratie est pour le peuple, Oui. il faut prévenir que ça n'arrive plus. Il faut prévenir et il faut réparer le tort qui est déjà fait. Et prévenir d'abord, c'est de travailler à la relecture des lois électorales. Si on est d'accord qu'il faut prévenir, ça veut dire qu'il y a des choses à parfaire. On va dire juste... Donc ceux qui ont été victimes de ces erreurs, mais il faut les réparer d'abord. Je suis d'accord qu'il faut les réparer, mais je pense qu'en termes d'agenda, Oui. le parti Les Démocrates a son agenda qui est beaucoup plus... Si vous voulez que je sois plus clair, oui. sortir ceux qui sont en prison, c'est demain qu'il faut le faire.
C'est pas après-demain. Il faut les sortir. Mais relire les tests électoraux, c'est aujourd'hui qu'il faut les faire. Il faut les faire aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on puisse s'asseoir. Il faut qu'on puisse s'asseoir. Tout le monde, tous les acteurs doivent s'asseoir autour d'une même table pour mettre les textes sur la table. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qui nous sert Nous à allons aller revenir aux tout à élections. l'heure. Pépé Eric Agenounon, on en vient à vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la relecture des tests électoraux, est indispensable? Avant de répondre à votre question, il me plaît d'indiquer ici que un tel débat serait mieux si M. Condé avait un acteur politique du camp adverse en face de lui. Et donc, mais malheureusement, il n'a pas un acteur politique en face de lui. Et donc, je ne sais pas l'allure que le débat va prendre. Voilà. Vous êtes là en tant qu'analyste politique et on parle de loi électorale à relire. Donc, je pense que votre place est tout indiquée. Merci, merci. Je crois que en matière d'agenda politique, ce qui vient à l'horizon sont les élections générales de 2026. Oui. C'est la première fois que je crois nous aurons des élections générales, des élections groupées. Et je crois que l'organisation, que ce soit au plan juridique, au plan technique et politique, pour ces élections-là, doivent être renforcées. Et il faut que cette organisation tienne compte de beaucoup de facteurs pour que les élections soient effectivement inclusives. Parce qu'on a à la fois l'élection présidentielle, législative et puis communale. Donc il revient aux écuries politiques de travailler à ce que ces tests-là soient révisés et que les tests correspondent à ce qui va être fait en 2026. En tant qu'analyste politique, Père Agenounon, dites-nous, est-ce que, au regard de l'existant, pour ce qui arrive demain, est-ce que, comme le souhaite toute la classe politique, enfin une partie de la classe politique, est-ce qu'il est vraiment nécessaire à l'évaluation de relire, de revoir le cadre législatif, voire institutionnel, comme l'a demandé le président des démocrates? Est-ce que comme eux, vous avez des inquiétudes? Oui, c'est pas... Les inquiétudes ne viennent pas de mon propre chef. Non, mais non, quand on voit le réel politique chez nous, tout ce qu'il y a eu en 2019, en 2021, et la progression qu'il y a eu entre 2019 et 2021, et aussi que durant les élections communales, en plein processus, on a revu les tests pour l'élection des maires. Je crois que il est possible de revisiter ces tests-là et d'aider ces tests vraiment à correspondre à ce que nous voulons faire. Si on ne corrige pas les tests, à l'heure actuelle, on risque d'avoir soit des élections générales exclusives, soit il y aura davantage de tensions. Donc, que toutes les écuries, que ce soit les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, s'asseyent et discutent et préparent de façon conséquente les élections générales de 2026. Et je crois que c'est un agenda politique important que de réviser ces tests-là et de voir en matière technique les erreurs sur la liste électorale et aller à ces corrections-là. Est-ce que vous avez des points sur lesquels, de façon précise, des points que vous auriez proposés, vous, en tant qu'analyste politique? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Des points chrysogènes qu'il faut revoir? Oui, moi, j'ai été toujours, disons, mal à l'aise avec la question des 10% pour les élections législatives et les élections communales. Pourquoi?
pour la démocratie à la base, il faut privilégier le militantisme à la base. Il peut y avoir des partis qui n'émergent que dans une région. C'est pas parce que ces partis émergent dans une région, pas parce que ces partis sont dynamiques dans une région que ce sont forcément des partis régionaux ou des partis ethniques. L'essentiel, c'est que si ces partis-là sont présents sur tout l'étendue du territoire et ont eu des scores dans tous les départements, n'ont pas eu les 10%, mais dans un département, ils sont en tête, pourquoi pas? Ils peuvent siéger dans une mairie, ils peuvent siéger dans un parlement. Mais la question des 10% serait une question intouchable en matière de financement public des partis politiques. Pour financer les partis politiques, on prend les 10% comme un verrou. Mais en matière de démocratie à la base, je pense que cette question et ce verrou, cette clé n'arrange pas les choses. Ça, c'est l'exemple que j'ai. Pour voir si on comprend bien, mon père, ça veut dire que pour vous, la question des 10%, il faut juste l'accepter que au cas où on veut financer les partis politiques. Voilà. Maintenant, concernant les élections, parce qu'il y a 3 élections, Bien les sûr. élections législatives et communales, vous préférez qu'on enlève ce verrou? Qu'on enlève ce verrou. Ben, pour les présidentielles, ça reste. Oui. Parce qu'il y a 3 élections en Bien sûr. Bien ça sûr. reste. Je suis d'accord pour la présidentielle. C'est ce que vous voulez. Voilà. Et à part la question des 10%. À part la question des 10%, je pense que il faudrait tenir compte de la réalité politique en matière de transhumance. La loi ou la loi concernant la nouvelle charte des partis politiques a essayé en fait de vouloir régler le problème. Mais le problème n'est pas réglé. Il faudrait mettre des verrous pour dire, mais si Jacques Torsou, par exemple, est membre du BR, il doit rester membre pendant 5 ans au moins avant de quitter ce parti pour aller à un autre. Merci Père Aguenounon. Docteur Condé, dites-nous, au-delà par exemple de la question des 10% qu'a évoqué le Père Aguenounon, que faut-il relire concrètement selon vous? Merci beaucoup. Au niveau des tests électoraux. Alors, je voudrais d'ailleurs rappeler quand on parle de loi électorale, Oui. c'est tout un package. Bien sûr. Dont la première est la Constitution. Oui. En ce qui nous concerne, nous, au niveau du Parti Les Démocrates, puisque le président qui est là, il est en fin de mandat, il n'est pas question qu'à 2 ans de la fin du mandat, du dernier mandat du président de la République, qu'on dise qu'on va toucher la Constitution. Ça, c'est une ligne rouge de notre point de vue, qu'il ne faut pas franchir. On ne touche pas à la Constitution. Ne pas réviser encore la Constitution. Ça ne sert à rien. Un président qui est en fin de mandat, fin du deuxième mandat, qui révise la Constitution, vous voyez ce que ça donne. Déjà, le fait d'annoncer que la Constitution va être révisée, imaginez ce que ça peut susciter. Si c'est pour enlever le parrainage, par exemple. Non, c'est trop risqué. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Je parle de la Constitution. Même si c'est pour enlever le parrainage? Je dis la Constitution, on ne touche pas. Ok. C'est trop risqué de dire qu'on veut toucher la Constitution. Ok. Quand je prends le code électoral, avant 2023, c'est les autres qui disaient non, voilà ce qu'on a mis dans le code parce que nous, on n'y était pas quand ils ont révisé. Mais en 2023, on a pratiqué. Le Parti Les Démocrates a pratiqué le code électoral en 2023. Donc, on sait ce qui est dedans. Et on sait ce qui ne tourne pas bien. Je prends la question du quitus fiscal. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Pour peu qu'on vous écartez, vous avez beau payer tout ce qu'on vous a facturé, même si c'est à tort, vous avez beau payer ça, si on veut, on ne vous délivre pas. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est juste de l'opportunité
pour vous d'aller aux élections ou non. Ça, c'est un critère d'exclusion. Nous l'avons pratiqué. Ce n'est pas qu'on... C'est ce que vous avez vécu dans vos On pays. a vécu ça. Et ça, ça ne doit pas être une pièce maîtresse. Ça ne doit pas être éliminatoire. Si l'État veut récupérer les impôts, l'État a tous les moyens pour récupérer ses impôts. Même quelqu'un qui est élu député, s'il doit à l'État, l'État sait comment il va récupérer ses impôts. Donc, on ne peut pas empêcher à un citoyen ou à un parti de participer aux élections pour une histoire de quitus fiscal. Ça, c'est un. À part le quitus fiscal. Le quitus fiscal, ça, il faut revoir ça. Que reprochez-vous au certificat de conformité? Non, le certificat de conformité, on a franchi cette étape, mais j'avais déjà dit, le certificat de conformité, on en a souffert. Au-delà du quitus fiscal. Puisque c'était une barrière qu'on a mise pour empêcher aux opposants d'aller, mais la conséquence, vous la connaissez. Au-delà C'est du une seule quitus personne fiscal, qui docteur Alors, Adam. en dehors donc du quitus fiscal, Oui. qui est un blocage mis pour juger de l'opportunité pour un citoyen d'aller ou non, la question de caution. C'est à croire également que, bon, pour aller aux élections, aujourd'hui, il faut être très riche. C'était à 5 millions, on a porté ça à 50 millions pour les présidentielles, etc. Je fais un petit calcul. On va aux élections générales en 2026. Donc, il y aura les élections communales, il y aura les élections législatives et présidentielles. Élections communales, bon, frais de campagne, on dit 1 500 000 par candidat. Imaginez le nombre de candidats qu'on a. Législative, c'est 30 millions par candidat, c'est le plafond. Présidentiel, 2 500 millions. Et en plus de ça, on met maintenant la caution présidentielle, il faut verser 50 millions. Pour législative, il faut verser 163 millions, etc. C'est le même parti. Donc, il y aura des campagnes pour les communales, législatives, campagnes pour les présidentielles, avec les cautions à cette hauteur-là. Je crois que ça va... C'est éliminatoire selon vous? C'est éliminatoire. Ce n'est même pas éliminatoire, c'est exclusif. Et qu'est-ce que vous proposez? Il faut revoir les montants des cautions. Il faut revoir les montants des cautions. À la baisse. À la baisse. Il y a une autre loi à laquelle beaucoup de citoyens ne font pas attention parce qu'on ne fait pas de vulgarisation à ce niveau. En août 2022, puisque c'est l'Assemblée qui vote la loi sur la carte électorale, c'est-à-dire les centres de vote, les bureaux de vote. La loi qui définissait, qui fixait les centres de vote et les bureaux de vote, qui a été mise en place en 2013 par le président Yahi Boni, qui a été révisée en 2015, que tout le monde connaissait. Mais en août 2022, donc à quelques mois des élections législatives, le Parlement monocolore qui était là a modifié donc cette loi, a modifié la carte électorale. Qu'est-ce que vous reprochez? En supprimant donc certains bureaux de centres de vote, donc des bureaux de vote, en créant d'autres centres de vote. La conséquence, vous avez vu, des gens qui ont l'habitude de voter dans un centre de vote, qui ne sont plus retrouvés. Donc ça, on doit s'asseoir tous ensemble, définir la carte électorale. Un seul acteur ne peut pas s'asseoir pour définir les centres de vote. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on le fait, on exclut ce qu'on veut exclure. Parce qu'il suffit que je sache que le père est bien positionné dans un centre, eh bien, je supprime le centre. Et ces électeurs ne se retrouveront plus. Donc, il faut revoir cela. Je peux aller de façon générale. Allez-y. Les élections mettent en place des institutions, des organes. C'est les conseils communaux, c'est le Parlement, c'est le président de la République, le chef de l'État, etc., etc. Donc, si je prends les élections communales, on a estimé que la loi sur l'administration locale n'était pas un cadre idéal pour permettre au conseil communal de gérer les ressources communales pendant qu'on parle de décentralisation. Conséquence, on nomme des secrétaires exécutifs
dont la cellule qui supervise, qui conseille ses secrétaires exécutifs, cette cellule est logée au palais. Il n'y a pas de la lien avec présidence. il y a pas de lien. Excusez-moi, Oui. mais je ne perçois pas de lien direct avec les élections. Oui, non, je voulais dire que Oui. si on revoit le code électoral, tout ce que je dis, ça a une répercussion sur d'autres lois qui ne sont pas directement les lois électorales. Je veux parler donc des lois de la décentralisation. Vous pensez qu'on a le temps avant 2026 Parce de le que faire? il faut une assise nationale. On doit s'asseoir. Nous devons tous les acteurs doivent s'asseoir autour d'une même table pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore dans notre package électoral, Que dans notre dites-vous package législatif. que dites-vous de la Oui. question du parrainage? J'ai l'impression que vous Non, l'évitez. la question de Est-ce parrainage, qu'il faut l'enlever? Comment est-ce qu'on fait? non, ce dont il est question ici, Ou ça ne vous dérange pas que ce soit, je sais pas. ce n'est pas le parrainage en lui-même qui dérange. Qu'est-ce qui dérange? C'est l'usage que celui qui l'utilise en fait. Le cadre, c'est pourquoi nous insistons sur le cadre institutionnel. Ces instruments qui ont été mis en place, qui les utilise? C'est la Sénat, c'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême pour d'autres. Alors, dans quelle institution, dans laquelle de toutes ces institutions, l'opposition est présente aujourd'hui, nous démocrates? Ce qui dérange, c'est votre absence, c'est ça? C'est l'utilisation qu'on fait de ces lois-là. Je dis le quitus fiscal, si c'est pour en faire un bon usage, ça ne va pas gêner comme ça, gêner. Je vais être candidat. Vous pensez que L'État ce n'est pas utilisé à dit, bon il escient? faut que je paie mes impôts. Je paie mes impôts, on me donne le papier. Mais dans le cas qu'on a vécu, non seulement on vous fait ce qu'ils appellent redressement fiscal, on vous demande des montants trop élevés, vous vous échinez, vous vous forcez, vous les payez, mais malgré ça, on se refuse de vous délivrer le papier. C'est là le gros problème. Donc, tout ce qu'on a mis dans les textes, en mettant en avant la réforme du système partisan, en mettant en avant je ne sais quoi d'autre, mais c'est des outils, c'est des petits outils qui ont été mis en place pour exclure. Donc, à l'épreuve, L'intention est manifeste. On veut exclure l'opposition et on dit qu'il faut réviser la loi et on met des outils et on utilise l'outil pour exclure. Je reviens au niveau des communales. La question des 10%. Vous avez vu Semekoji et Porto Novo. Les partis qui ont eu moins de 5%, ce sont eux qui gèrent ces communes. Les partis qui ont eu 80-90% dans ces communes n'ont pas de conseillers parce qu'on dit au niveau national, ils n'ont pas eu 10%. La conséquence, on va envoyer des gens gérer une commune alors que les populations ne les ont pas élus. Donc, vous rejoignez la proposition du père? Exactement. C'est qu'il faut s'asseoir pour revoir tout ça. Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir alors que vous êtes à l'Assemblée? Il faut s'asseoir. Alors que C'est la votre question. parti est à l'Assemblée. Nous sommes à l'Assemblée nationale, Oui. mais nous savons que nous sommes minoritaires. Mais faites du lobbying. On est tous des Béninois. Vous savez mieux. À la manière dont vous respirez, on a l'impression que les autres qui sont là ne vous écoutent pas, ils ne veulent pas vous écouter. Ce n'est pas une question de nous écouter. Si le parti Les Démocrates n'était pas représenté aujourd'hui au Parlement, ça allait être dommage pour notre pays parce que notre Parlement allait devenir une caisse de résonance du gouvernement. Oui, mais- Notre Parlement allait devenir, disons, une chambre de normalisation de la fraude. Carrément. C'est à croire que, et je ne sais pas, l'exécutif a tellement d'emprise sur ce Parlement, je ne sais pas par quelle alchimie. L'exécutif a de l'emprise sur vous aussi. Pardon? Vous êtes au Parlement, hein? Oui, aujourd'hui nous sommes là et c'est pourquoi vous voyez et tout ce qui est revendiqué Non, mais aujourd'hui quand au vous dites que Parlement. l'exécutif a de l'emprise sur le législatif, le Parlement, c'est que vous y êtes. Ça veut dire que l'exécutif a du pouvoir sur vous aussi. Avant notre arrivée, je parle Ah. de la 8e législature, D'accord. les lois passaient comme de l'eau dans une Donc gouttière. maintenant, ça ne passe plus comme dans une gouttière. Nous, on essaye de dire ce qui n'est pas bon, mais malheureusement, on est minoritaire. Vous suivez, non? C'est la loi Père de- Éric Même quand Aguilera- le démocrate Père dit on n'est pas Éric, d'accord, a- mais Aguilera- les autres étant majoritaires,
ça passe. Donc c'est pourquoi nous demandons Merci, les docteur assises. Condé. Voilà. Père Eric Aguilino, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, docteur Adam Condé dit il ne faut pas toucher la Constitution? Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que pour 2026, et avec tout ce qu'on craint pour les élections générales 2026, est-ce que ce n'est pas un pas? Est-ce qu'il ne faut pas sortir de la rigidité institutionnelle et penser à revoir véritablement les choses? Dire qu'à l'heure actuelle, on ne doit pas toucher la Constitution, c'est un vœu. C'est un vœu politique. On peut dire aussi que c'est un vœu pieux. Mais dans la réalité, il a dit l'opposition est minoritaire et je ne pense pas que à l'heure actuelle, l'opposition pourra constituer une barrière s'il s'agit de réviser la Constitution. Et ceux qui auront peut-être cette mission ou ce devoir, je n'en sais rien, pourront le faire comme ils l'ont fait autrefois. Je pense que, et à l'heure actuelle, si vraiment cette révision allait être une réalité, que deviendrait la question des 2 ans, 2 ans de sa vie, 2 ans de sa vie, après deux mandats de sa vie, parce que c'est quand même... Réviser la Constitution ne veut pas forcément dire qu'on va toucher la limitation des mandats. Oui, oui, non, je fais une analyse. Okay. Si on veut toucher la Constitution, je dis j'espère que ce verrou-là ne sera pas sauté parce que c'est déjà un verrou assez solide. Donc vous pensez qu'on peut toucher à la Constitution tant qu'on ne touche pas à ce verrou que vous venez d'évoquer? Je ne dis pas qu'on peut toucher, mais si on veut toucher, je dis j'espère que ce verrou... La garantie. Oui, oui, en fait c'est ça la plus grosse garantie, que ce verrou-là ne soit pas sauté. Parce que dans la sous-région, quand on touche la Constitution, c'est pour rallonger et voilà, un mandat et pour que un régime continue. Donc, espérons que ce ne soit pas le cas et qu'à l'heure actuelle, le président Patrice Talon, vraiment, avec les garanties qu'il a données, on sent que bon, il est en fin de mandat. Lorsqu'on parle d'élection générale, aujourd'hui, avec le timing de ces différentes élections-là, est-ce que vous pensez que ça le fait? Parce que lorsqu'on prend la question du parrainage, par exemple, qui sont ceux qui vont donner le parrainage? Est-ce que ce sont les députés entrants? Est-ce que ce sont les députés sortants? Est-ce que dans vos analyses, vous y avez déjà pensé? Je crois que ceux qui ont pensé les élections générales pour 2026 oui. ont certainement pensé à la question. Si ils trouvent que les verrous que eux-mêmes ont mis, si ces verrous-là ne vont pas marcher, je crois qu'ils vont faire marche arrière et puis réajuster les choses. Parce que la question du parrainage est quand même un verrou substantiel. Et puis, je crois que de ce point de vue-là, et si on va vers les élections générales de 2026, combien de parrainage il faut? Est-ce que c'est le même parrainage qui vaudra pour les législatives, les communales, les présidentielles? Voilà. Et donc, il y a une question entière à ce niveau et je crois que cela mérite d'être clarifié. Il faut toute une pédagogie pour préparer le peuple, les institutions et même les acteurs à ces élections générales de 2026. Tout à l'heure, si vous me permettez, je reviendrai sur... Allez-y. Voilà. Et la question du quitus fiscal, qui est une question pour beaucoup de verrous. Mais je pense que quand on a vécu cette situation en 2018, et je crois que on peut anticiper. Et de quelle manière? Anticiper de quelle manière? Anticiper en payant ses impôts. Okay. Et ne pas à la dernière minute, voilà, parce que à la dernière minute, on ressent c'est bien, il faut payer ça. Donc, c'est surtout à la dernière minute, quand on s'y prend, que
la porte se referme. La porte se ferme. Mais si on anticipe de longue date, je crois que ça va être quelque chose de facile. Mais je suis pas dupe hein, sur toutes les chicaneries politiques qu'il y a eu hein, contre l'opposition ou contre tous ceux qui voudraient aller aux élections. Je pense que en politique, c'est de bonne guerre. Celui qui est au pouvoir tire toujours le drap de son côté. Et il revient à l'opposition de marcher 10 fois plus là où les mouvanciers marchent très peu. Et la réalité aujourd'hui est que, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'aller résolument vers la fin d'un mandat. Il faut pacifier le pays, décrisper le pays et faire en sorte que tout ce qui peut constituer une ouverture politique, on peut privilégier ces ouvertures-là. Ok, merci Père Aguenouno. Est-ce que, docteur Kandé, est-ce que vous pensez comme lui que pour déjà affronter la question du quitus fiscal, il faut déjà commencer à payer? Vous avez beau anticiper. Si on veut vous bloquer, on trouvera que vous aviez une entreprise que vous avez mise en veilleuse il y a 10 ans, mais que vous n'avez pas déclaré, etc. Ou que vous avez déclaré, ça n'a pas été pris en compte. Et si on veut vous bloquer, ils trouveront des astuces. C'est pourquoi je vous ai dit, l'affaire de quitus fiscal, nous on a l'impression que ça n'a pas été mis en place pour permettre à l'État de récupérer des impôts. C'est juste des verrous qui ont été mis en place pour exclure. Dans le fond, c'est une bonne idée. Mais juste dans le fond, ça peut être une bonne idée, mais dans la pratique, c'est pour exclure. Tout ce qui a été mis comme modification, comme réforme entre-griffes, c'est pour exclure. Et pourquoi nous disons qu'il faut qu'on s'asseye pour voir? Ce qu'il faut éviter, c'est quoi? On a vu en 2020, la loi électorale qui a permis d'aller aux élections communales. Des conseillers ont été élus. Et il faut élire les maires. En plein processus d'élection des maires, on se rend compte que l'instrument a été mal forgé. Ils ont du mal à manipuler leur propre instrument. On dit arrêtez la mise en place des maires. Et on demande aux députés retourner au Parlement, réviser rapidement la loi pour permettre de continuer le processus. Donc, en plein match, on arrête d'abord le jeu et on dit à l'arbitre va revoir, va changer les règles du jeu avant de venir poursuivre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter. C'est très peu élégant quand dans un pays, nous ne sommes pas d'une tradition démocratique, mais nous sommes quand même laboratoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Quand ça se passe comme ça, en plein match, l'arbitre dit bon, le match est arrêté, on veut aller modifier les règles du jeu avant de poursuivre. On a vu ça en 2020. Et la question qu'elle pose par rapport aux députés qui vont parrainer les élections de 2026, si on y prend garde, on risque de vivre ça. C'est-à-dire en plein processus de dépôt des dossiers, on dit bon, arrêtez d'abord, il faut aller revoir telle loi, etc. De notre inquiétude, pourquoi vous ne soulevez pas cette question à l'Assemblée? Les débats aujourd'hui, ce n'est plus le... La crise, elle est profonde. Le Bénin est en crise politique. Aujourd'hui, vous voyez comment les députés se débattent, les députés démocrates se débattent au Parlement. Même quand ils disent ils ne sont pas d'accord, les autres, de toute façon, oui, que vous soyez d'accord ou pas, nous continuons le processus. On fait recours à la Cour constitutionnelle. Bon, pendant ce temps, le dernier en date, imaginez, la loi dit l'Assemblée jouit d'une autonomie financière. Donc c'est l'Assemblée qui vote son budget et transmet à l'exécutif pour que ça soit intégré dans le projet de budget de l'État. Pendant que l'Assemblée ne s'est pas encore réunie pour voter son budget, l'exécutif a déjà adopté le projet de budget de l'État. Les démocrates ont dit, mais ça, vous violez l'indépendance de l'Assemblée. Parce que les députés ne se sont pas retrouvés. Ils n'ont pas voté leur budget. Mais sur la base de quel budget
Finalement, du vous êtes à Parlement. l'Assemblée pour rien. Nous Non, sommes- juste pour le décor, c'est ça. nous Parce ne- nous que ne à sommes- chaque niveau, vous nous dites que Nous, vous ne nous pouvez ne pas sommes avancer. pas là pour rien, mais notre présence au Parlement permet aujourd'hui de relever les mais incohérences, les anomalies qui tendaient à devenir tradition. Oui, mais docteur Adam Sounokondi, Oui. nous sommes d'accord que votre présence à l'Assemblée nationale Oui. montre aujourd'hui que nous avons une Assemblée qui n'est plus monocolore comme vous l'appelez. Oui. Mais notre grande préoccupation, on vous a vu soulever des questions de préoccupation sur d'autres sujets, Oui. d'autres préoccupations des citoyens, Oui. poser des questions orales et autres. Pourquoi est-ce que vous ne ramenez pas ces genres de débats pour au moins attirer l'attention du peuple et nous montrer que oui, nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est des questions qui nous préoccupent. Et qu'il est N'attendons urgent pas la fin. d'aborder les questions électorales déjà. même, Non, non, ces questions... Si on ne vous invite pas sur les plateaux, ces débats ne se feront Non, pas. ces questions, vous savez, un parti, ce n'est pas les députés qui se lèvent, qui vont à l'Assemblée et qui disent ce qui leur plaise. Eh bien, vous avez posé C'est- le problème C'est Dans le votre parti. Je viens. C'est le parti qui élabore le plan Votre plan d'action. notre plan d'action, et c'est ça que les députés mettent en Et place. dans votre Donc, plan d'action, c'est pas inscrit. c'est inscrit, bien À entendu. quel moment? C'est inscrit. Non, vous voyez, toutes les fois que nos députés interviennent au niveau du Parlement, il faut qu'à chaque moment, qu'on saisisse les sujets d'actualité. Aujourd'hui, vous avez vu les lois qui sont la loi d'amnistie et autres, le projet de budget, etc., avec les crises sociales que nous vivons, la question du soja, etc., etc. Donc ça, c'est des urgences. Mais la ceci question... aussi est urgent. Oui, c'est urgent. Vous allez voir, d'ici On va là, encore attendre quelques mois. c'est même pas une question de moi. Vous allez voir. Mais ce que nous demandons, aujourd'hui, la question politique n'est plus seulement l'affaire des parlementaires. Ah. Ce n'est plus l'affaire des parlementaires. La société civile aujourd'hui, le peuple lui-même, Oui, mais qui la a plupart choisi du temps- la plupart du temps, démocratie. quand la société civile fait le combat avec vous, ben, quand vous arrivez à un niveau donné, vous lâchez la société civile Non. et la société civile ne se sent plus La concernée. société- La preuve, nous, on fait partie de la société civile en vous invitant sur les plateaux. La- C'est le débat que nous faisons. La société civile ne fait pas le combat pour les partis politiques. La société civile fait le combat pour la société civile. Mais si on vous a envoyé à l'Assemblée, c'est pour que vous puissiez nous défendre. Bien Et sûr, mais porter nos voix. on doit se tenir la main dans la main. Mais Ce on- n'est on pas vous a que pas vous lâché. avez envoyé les députés à l'Assemblée. Bon, ils n'ont qu'à se débattre comme ils peuvent. Ah, on ne vous a pas lâché. La preuve c'est nous qui vous avons amené sur ce plateau pour Oui, faire le vous nous débat. avez invités, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Il faut exiger des assises. Vous devrez être là. Ah, nous, on les doit partis exiger les assises politiques comme doivent vous. être là. Comment on appelle confessions les religieuses. confessions religieuses. Tout le monde doit être là pour dire on a trop vécu de crise en 7 ans. Si vous le permettez, Il ne faut je vais- plus que ça ça se reproduise. reproduise en 2026. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les aspects de telle ou telle loi que nous devons revoir? On doit s'asseoir. Si on relance la balle à l'Assemblée, nous savons que les députés démocrates sont minoritaires. Il y aura des... Après les élections de 2019, on a clamé haut et fort certaines choses avec vous, mais après, quand les assises sont venues, on n'a vraiment pas tenu compte de la société civile. Hein. On va remercier nos plus de 1000 auditeurs et téléspectateurs qui sont en ligne, qui nous suivent. Le débat est très intéressant, disent-ils, et ils attendent que les acteurs politiques puissent faire leur travail. Père Eric Aguenounon, est-ce que finalement, il n'est pas temps que les gouvernements ou les gouvernants s'abstiennent de façonner les règles à leurs avantages? Parce que précédemment, nous avons connu ça. Aujourd'hui, nous connaissons ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dicter des règles électorales qui tiennent pour l'avenir et non pour je ne sais pas, des instants? Merci. Monsieur le philosophe et l'analyste politique, dites-nous qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce qu'on fait, c'est déjà de travailler à ce que l'acteur politique, le producteur des lois, ne prenne pas lui-même et son ego comme prisme de réflexion. Il faudrait qu'il sente et qu'il mette le pays, son avenir, au-dessus de lui-même et au-dessus d'un régime. Quand on prend par exemple la question du quotient, et je crois que c'est une question essentielle parce que à travers ces prix exorbitants,
on se dit, mais la politique appartient aux plus riches. Enfin, ça limite la participation citoyenne à la Bien politique. sûr, ça limite. Donc, l'agent roi est toujours un acteur privilégié en politique. Alors que normalement, c'est Oui, des choses qu'on devrait on a voulu dit, corriger voilà, avec la on réforme. fait une réforme partisane, mais au-delà de cette réforme, on constate que ce sont les mêmes choses, mais de façon structurée. Parce que structurer, par exemple, une caution à ce montant-là, qui peut payer? Et cet argent, ça vient d'où? Ça vient d'où cet argent? Et qui peut payer? Qui sont ceux qui ont cotisé? Et si ce régime-là qui a pu cotiser, il a eu le pouvoir, s'il vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas se rembourser lui-même, hein, dès les premiers conseils des ministres, où on va prendre des décrets pour dire, bon, mon père, on crée je que la rentre dans caution, telle... on crée que la caution est exorbitante, mais quand on veut payer ou financer les partis politiques, on ne crée pas que c'est beaucoup non plus, alors que c'est peut-être les mêmes sous qui tournent et que les politiques reprennent. Vous savez, quand on dit que la caution est élevée, et après on finance les partis politiques, quand je vois le milliard qu'on donne, je me demande à quoi ça sert. Et effectivement, c'est pertinent. C'est comme si ils se font rembourser ce qu'ils ont dépensé. Quel budget il y a pour la formation citoyenne et patriotique dans les partis politiques? L'acteur politique chez nous, il est qui? Mais souvent, les acteurs politiques sont des chômeurs ambulants. À part la politique, ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de statut. Et si c'est comme ça, mais ils vont courir après les postes, courir après les rentes, et c'est normal que toutes les lois soient faites pour leur prisme et pour davantage s'installer. Et puis, aujourd'hui, comment on peut changer cela? Je pense que à l'heure actuelle, il faut se dire que il faut une conversion générale. C'est-à-dire? Ce n'est pas que la mouvance, ce n'est pas que l'opposition, mais il faut que l'acteur politique béninois Se réinvente, réfléchisse et sache que toutes les lois qui ont été prises sont des lois qui ont voulu régler un problème et qui ont créé d'autres problèmes. Alors, il faut faire la collecte des nouveaux problèmes créés et revisiter ces lois-là en sachant que nous faisons un travail pour l'avenir. On ne fait pas un travail pour un homme ou pour un régime. Et ça, c'est très important de sentir cela. Merci, Père Eric Aguenono. Est-ce que vous le savez ça? Bien sûr. On sait ce que votre président aujourd'hui a eu à faire lorsqu'il était aux affaires. Aujourd'hui, on sait également ce qui se fait. Est-ce que vous savez qu'il est temps que nos on dit comparaison n'est pas raison. Mais faites vos sondages, demandez au peuple de comparer la gestion du président Yahi Boni et celle du président Patrice Talon. Mais là, pour revenir à notre ils vous diront. Alors, c'est pour dire que dans l'objectif de façonner les règles en leur faveur, comme vous l'avez si bien dit, les dirigeants actuels ont tellement trituré nos textes que ceux qui subissent le plus aujourd'hui les conséquences de cette manœuvre, ce ne sont pas les partis politiques, c'est le peuple. Vous le connaissez. C'est le peuple qui est la grande victime de cette manœuvre. Donc c'est pourquoi je dis, comme c'est le peuple lui-même qui a opté pour la démocratie et qui a voté les textes de départ pour dire, voilà les textes que je mets à votre disposition pour me gérer avec moi. Mais aujourd'hui, comme l'a dit, avec ce régime, on a vu que les dirigeants sont complètement éloignés du peuple. Il n'y a même plus de connexion entre les dirigeants aujourd'hui. Vous ne reprochez rien. Pardon? Vous, acteurs politiques de l'opposition aujourd'hui, vous ne vous reprochez rien. Mais de toute façon, ce n'est pas nous qui avions façonné les tests pour qu'on en arrive là. L'analyse politique me dira, de toute façon, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Je ne dis pas que notre gestion était sans faute. D'accord? C'est tellement qu'on a fait des fautes. C'est lié à l'œuvre humaine. Je suis d'accord.
Mais aujourd'hui, ceux-ci ont tellement fait des tranchées entre les dirigeants et le peuple. Il n'y a plus de lien. Mais, Et si on veut toujours se sentir dans la démocratie, il faut s'asseoir avec le peuple pour dire, maintenant il est temps. Il faut revenir pour faire le point. On doit faire le point. avec le peuple. Avec le peuple, avec la société civile, Comme avec tous les conférences acteurs. de 1990. Ce n'est pas une conférence de 1990, mais ce sont des assises. Il n'est plus question maintenant qu'on dise les acteurs politiques n'ont qu'à s'entendre. Le trou est tellement baignant et profond que il faut tous les Et acteurs puisque nous aussi sommes à pour- moins de 2 ans des élections générales, Oui. vous pensez qu'on devrait le faire, ces assises quand? Non, non, on a encore du temps. Même si, Vous pensez? s'il y a la volonté politique, d'ici un an, on aurait fini avec tout ça. Et vous avez des Et propositions que vous allez proposer? Bien Que sûr. vous ne voulez pas dévoiler ici? Non, ça, c'est pas Parce ici. que nous avons beaucoup posé des questions. C'est pas ici, c'est pas sur le plateau que je vais dire ce qui va être fait. D'accord. Je dis les grands projets. Je dis les aspects qu'il faut revoir. Je dis Vous les... attirez l'attention sur ce qui, Voilà. ce qui n'est pas Et bon. le président Patrice Talon lui-même, il est en fin de mandat. Il est en train de partir. Il a intérêt à faire renaître la cohésion sociale, à colmater les brèches pour qu'il sorte par la grande porte comme il le veut si bien. À ne pas le faire, bon, il va laisser donc des failles, il va laisser, disons, un peuple en conflit, il va laisser un pays déchiré, mais il ne peut pas être tranquille quand il va partir. Père Eric Aguilounon, je crois que nous égrenons les dernières minutes de notre émission. En termes de participation de la société civile aujourd'hui au débat qui se fait, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous pensez que ça peut être mieux? Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que la chose politique est complètement délaissée par la société civile? Oui, à la réalité, on constate que la société civile n'existe pas. Parce que, entre-temps, ceux qui ont fait la société civile, beaucoup sont retrouvés en politique. Et donc, la société civile s'est décrédibilisée parce que beaucoup étaient dans la société civile et la considéraient comme l'antichambre de la politique et se trouve de ce côté-là. Et donc, aujourd'hui, comme on n'a plus de société civile... Et vous vous retrouvez où? Non, vous ne pouvez pas nous considérer, nous, comme société civile. La société civile est militante. Elle est militante. Je pense que aujourd'hui, les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, ceux qui se réclament tels, doivent faire beaucoup de plaidoyer. Depuis que les démocrates sont là, on sent beaucoup plus une sensibilité pour le peuple, mais on ne sent pas encore assez de débat. Il faut que ça soit un parti de débat, un parti de plaidoyer. C'est très, très important. Et à travers les questions orales, à travers le débat ou les débats au Parlement, il faut que les vraies questions soient soulevées. Mais il faut le dire, quand on parle du peuple, de quel peuple s'agit-il? Le peuple béninois est un peuple jouisseur. Ah bon? Ce n'est pas un peuple qui vraiment s'est choisi. Mais le peuple a toujours voté pour quelqu'un contre un autre. Le peuple n'a jamais voté un programme d'action. Et c'est la faute des hommes politiques. Ils n'ont pas formé ce peuple-là à discerner, voilà ce qu'on appelle un projet de société. Voilà ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, on a vécu 7 ans avec le président Talon, mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, mais il le disait durant les campagnes, mais on n'entendait pas parce qu'on n'a pas appris à écouter l'acteur politique, à écouter un programme d'action. On s'attend à avoir des billets ou bien à avoir des farines de gari ou bien des sacs de riz. Et c'est à là que le peuple est. Et vous savez, en général, notre peuple n'est pas instruit. Et ceux qui sont instruits, qui doivent éclairer le peuple, ne le font pas. Et ils sont là pour eux-mêmes. Alors quand on me parle du peuple, moi je suis gêné quand on me parle du peuple. On devrait vous parler de quoi?
que les acteurs politiques prennent leurs responsabilités. Docteur Condé, Oui. est-ce que, voilà, par rapport à cela, Oui. quelle est la part, non pas seulement que de la société civile, Oui. mais des populations dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Oui, ce que le père dit était valable jusqu'au règne du président Yahi Boni. Mais je crois qu'aujourd'hui, le peuple lui-même a compris que tous nos problèmes sont des problèmes politiques. Hier, Et vous êtes Mais ça acteur part politique. des choix je politiques que ce peuple-là même fait. non, je viens, Bien. je viens. Mm. Hier, le paysan pouvait dire, mais moi je ne suis pas politicien. Moi je fais mon soja, je le vends. Je fais mon coton, je le vends. Je fais mon cajou, je le vends. Mais aujourd'hui, il a compris que il faut une bonne politique pour lui permettre de vendre son soja et s'en sortir. Il faut une bonne politique pour vendre le cajou Qu'attendez-vous et pour s'en mieux sortir. éduquer les populations? Donc je viens, le peuple lui-même il a compris aujourd'hui que tout le problème du peuple, c'est un problème politique. Deuxièmement, toute décision politique s'appliquera au peuple, qu'il soit partisan ou non. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple n'a plus de raison de se départir du jeu politique. Le peuple n'a plus de raison. Donc, Avec les tout ce citoyens que doivent le... jouer leur rôle. Ils sont politiques. Dès lors que tu es un citoyen, Pourtant, tu es un on être sent le peuple politique. en dehors. Hein. On sent le peuple en dehors. Ah oui, le peuple ne doit pas être en dehors. Un citoyen est un acteur politique. Et c'est vous, parce que vous ne l'avez peut-être pas dit qu'ils ne le savent pas. Qu'est-ce que vous faites pour les impliquer davantage? Le parti, les démocrates, fait partie des rares partis qui ont une école du parti. Et Nous c'est suffisant? Nous avons une école du parti, je viens, qui fait des formations de sensibilisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, le parti, les démocrates, fait partie des rares partis qui ont prévu les organisations de masse au niveau donc de Et ça son change quelque organisation chose? générale. Ça change quelque chose parce que les militants, qui sont le peuple dont vous parlez, sont organisés en organisation de masse et qui reçoivent des formations du corps de parti, qui sont sensibilisés et qui s'auto-animent. D'accord. Votre conclusion? Nous allons faire un dernier tour de table. On va laisser aller le au père père. Eric Aguenounon Votre conclusion? conclure d'abord. Pour conclure, j'invite vraiment les partis qui se réclament de l'opposition, en particulier les démocrates, à d'abord former les citoyens. Parce que ce sont les citoyens qui constituent l'électorat. Et ensuite, pour les élections à venir, que ces citoyens formés puissent être mobilisés et être présents dans chaque bureau de vote. Et que ces citoyens membres du parti LD, qu'ils aient à manger le jour là, du matin au soir, et qu'ils puissent suivre les résultats, suivre l'élection dans ces bureaux-là. Et qu'après, vous fassiez les compilations nécessaires pour que au moment de faire les réclamations, vous puissiez les faire. Et tout un parti marche comme ça, du sommet à la base. Et en allant sur le terrain régulièrement, vous pouvez mobiliser les uns les autres. Deuxième chose, les plaidoyers. Les plaidoyers, ça c'est très important. Troisième chose, il faut aller avec tact et diplomatie. Le président Yahi Boni est aujourd'hui le nouveau président. Bon, certainement, il va peser de son poids, de son aura. Mais je crois que ce n'est pas en s'opposant tout le temps, mais c'est en s'opposant quelquefois et en prenant des compromis quelquefois qu'on peut avancer face à un pouvoir qui est puissant et qui ne veut pas laisser de place. Tout pouvoir est puissant. Docteur Ok, Adam Condé. merci beaucoup. Je vous remercie pour cette occasion. Et il faut dire que la démocratie a été un choix du peuple béninois. Ce n'est pas une imposition, ce n'est pas les politiques qui ont fait, c'est le peuple qui a choisi la démocratie à la conférence nationale. Et ce choix, aujourd'hui, qui est le nôtre aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, où on nous a dit qu'on va soumettre toutes les institutions, qu'on va soumettre le peuple, qu'on va soumettre la société civile
et que ceci étant fait, on a beau être médiocre, qu'on sera toujours réélu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'on revienne à la démocratie. Et pour revenir à la démocratie, il faut mettre un cadre qui s'y prête. Les institutions doivent être libres, indépendantes, autonomes, et crédibles, telles que les textes l'ont prévu. Il faut qu'on y revienne. Et les lois, aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à ceux qui sont là pour dire de réviser les lois. Il faut qu'on s'asseye, tous les acteurs, les partis politiques, la société civile, les représentants des producteurs, des commerçants, des artistes. Nous devons nous asseoir pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui certains de nos citoyens sont au cimetière? Qu'est-ce qui a fait que certains de nos citoyens sont en prison? Qu'est-ce qui a fait que certains de nos compatriotes sont en exil? Comment nous allons faire pour qu'on ne vive plus cela dans notre pays? Merci, docteur. Et on essaie de revoir les tests pour qu'on revienne à notre démocratie qui a été le choix du peuple béninois en 1990. Merci, docteur Adam Comdé. Léa Senaglago. Nous remercions tous nos internautes qui nous ont reçus chez eux. C'était Politique sans tabou. On retient essentiellement qu'il faut continuer à former les citoyens, à être de véritables citoyens, non des habitants dans leur pays, qu'est le Bénin, et surtout à participer à la vie politique et publique. Quant aux acteurs politiques, ils doivent désormais faire plus de plaidoyer pour pouvoir convaincre et sensibiliser davantage chacun d'entre nous à tenir compte de ce qu'ils veulent et surtout se lever très tôt puisque les élections législatives, communales et présidentielles de 2026 ne sont plus très loin. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le thème, élection générale en 2026. La relecture des lois électorales est-elle indispensable en amont? Et nos invités, Père Éric Aguenounon, analyste politique, et Monsieur Dr Adam Sounan Comdé, secrétaire à l'éducation et à la recherche du parti politique d'opposition, les démocrates. Merci de nous retrouver pour un prochain numéro et également en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Merci, Seb. Merci.